Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de celles et ceux qui font de la transformation environnementale et sociétale un axe fort de leur stratégie. Et voici notre sommaire du jour, c'est Sophie Vanier, la présidente de La Ruche, qui sera l'invitée du grand entretien aujourd'hui, 26 minutes pour découvrir cet incubateur à impact et les tendances de l'entrepreneuriat pour 2026. Auparavant, je reçois Vida Kolikovic, la directrice de Citeco, la Cité de l'économie et de la monnaie. Elle nous fera visiter l'expo Jeux, les mystères de l'argent. Pour notre rubrique Transition urbaine avec Alexandre Hervon, on vous fait découvrir, vous le savez, une fois par mois, une entreprise et sa ville pour explorer le tissu économique dans la perspective des municipales. Direction La Rochelle, on va découvrir Genevo et ses solutions de décarbonation du transport maritime. Et puis dans notre rubrique consacrée aux startups, je vous présenterai Ernesti qui crée du lien entre les étudiants et les personnes âgées dépendantes. Voilà pour les titres. C'est l'heure de Smart Impact. L'invité de ce Smart Impact, c'est Vida Kolikovic. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes la directrice de Citeco, la Cité de l'économie et de la monnaie. Déjà, je veux bien que vous nous présentiez Citeco. Ils disent depuis combien de temps, quelles sont vos missions ? Citeco, la Cité de l'économie, a été créée en 2019, donc c'est encore un jeune musée, à l'initiative de la Banque de France, dans le cadre de la stratégie nationale d'éducation financière, économique et budgétaire. Notre mission, c'est vraiment de rendre l'économie accessible à tous, de manière très ludique et vivante. Donc c'est un musée en fait ? Exactement, c'est un musée. On a la chance d'être installé dans un merveilleux château très insolite, avec des tourelles, des gargouilles, une salle des coffres. Situé où ? Dans le 17e arrondissement, au-dessus du parc Monceau, métro Malesherbes. Donc déjà, le lieu en lui-même est assez étonnant, avec des expositions évidemment, puisqu'on parle d'un musée. Et l'exposition en cours, là, qui a démarré aux vacances de la Toussaint, s'appelle « Les mystères de l'argent ». C'est une exposition jeu. Alors déjà, faites-nous visiter. Qu'est-ce qu'on voit quand on se balade à Citeco pour les mystères de l'argent ? C'est une exposition qui propose vraiment un parcours immersif pour les enfants de 6 à 12 ans et les familles. Un voyage à travers le temps pour voir comment la monnaie a évolué à travers les époques, en commençant par l'Antiquité, la première frappe des monnaies métalliques, ensuite l'invention de la lettre de change, au Moyen-Âge, à la Renaissance, puis l'invention du billet de banque au 19e et de nos jours, l'invention de la carte bleue et les nouvelles problématiques. Et c'est une exposition qu'on a vraiment construite pour répondre aux questions des enfants. On leur a demandé qu'est-ce qui vous intéresse dans l'économie et c'est eux qui nous ont parlé d'argent. Et ils se posent beaucoup de questions, à la fois sur le fonctionnement général de la monnaie, d'où elle vient, pourquoi est-ce qu'on ne prend pas plus d'argent aux distributeurs, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas plus tourner la planche à billets, qu'est-ce que ça veut dire être riche ? Et puis, il y a aussi des questions qui révèlent des préoccupations des enfants et qui sont souvent des questions non formulées. Par exemple, qu'est-ce que c'est être pauvre ? Pourquoi est-ce qu'il y a des pauvres dans la rue ? Est-ce que mes parents risquent d'être pauvres un jour ou est-ce qu'on est pauvre ? Donc, il y a beaucoup de questions chez eux auxquelles il convient de répondre. Et c'est des questions sérieuses. Ce n'est pas toujours facile. On a donc c'est la question que j'allais vous poser parce que la question, elle peut sembler ultra simple, mais la réponse, elle est forcément complexe. Donc, comment vous avez réussi à la rendre accessible pour les plus petits ? C'est vraiment notre expertise de pédagogue, de partir de mots simples, d'expliquer toutes les notions matérielles. On parle d'éthique, on a aussi une visite philo. Est-ce que l'argent rend heureux ? Combien il faut d'argent ? Vous avez 4 heures. Oui, non, mais l'idée, et c'est aussi l'idée de créer une conversation en famille. Par exemple, on a un jeu collaboratif avec une certaine somme d'argent à dépenser, des achats à faire. Et bien sûr, il faut prendre en compte le critère budgétaire à gérer, mais aussi l'impact social, environnemental de nos achats. Donc l'objectif, c'est vraiment de créer des sujets de discussion nouveaux dans la famille. Et on a de très bons retours. À la fois de personnes qui nous disent que enfin leurs petits-enfants ont compris que l'argent ne tombait pas du ciel, mais aussi c'est vrai que maintenant on ne va plus jamais acheter comme avant. Voilà. Est-ce qu'il y a une fascination pour les très riches et les très pauvres ? Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, c'est vrai que les enfants surtout sont marqués. Il y a à la fois les réseaux sociaux qui parlent de sommes d'argent faramineuses, de gains des footballeurs. Bon, ça c'est plutôt les ados, mais un petit peu plus âgés, voilà. Donc, ils sont un petit peu perdus aussi avec les ordres de grandeur. Et ils peuvent parfois avoir l'impression d'être pauvres, mais de manière totalement infondée. Voilà.
Effectivement. Avec cette statistique, 62% des Français s'avouent peu ou pas compétents en matière d'économie. Étude réalisée en juin de cette année 2025 par l'Institut Bona-Fide pour le Cercle des économistes. Comment on va partir du constat et puis ensuite on rentrera un peu dans le détail. Déjà, est-ce que ce chiffre vous a surpris ou pas du tout? Parce que finalement, c'est pour ça aussi que la cité a été créée, quoi. Voilà, c'est vraiment notre mission. On sait qu'il n'y a pas que la France, hein. Beaucoup de pays souffrent d'une insuffisante éducation économique. C'est vrai que l'économie reste un sujet souvent complexe, ardu. On parle aussi beaucoup d'économie quand on parle de problèmes. Les débats télévisés sont saturés de questions économiques. Donc c'est pour ça qu'on a voulu, nous, créer une autre manière d'en parler, qui est déjà une manière très pédagogique, très vivante. On accueille principalement des lycéens. Le parcours est très ludique, mais il est aussi accessible à des enfants dès 8 ans. Là, je parle vraiment du parcours permanent, de l'exposition permanente. Donc, il s'adresse à tous les publics et l'idée, c'est de poser les bases, comprendre déjà qui sont les acteurs de l'économie, pourquoi se font les échanges, comment ils se font, comment fonctionnent les marchés, comment surviennent les crises, est-ce qu'on peut les réguler, comment. Donc déjà, l'idée, c'est d'avoir un socle commun, mais qu'on peut apprendre de manière très divertissante. Voilà, c'est une sortie un dimanche qui peut être vraiment amusante. Et puis, l'idée, c'est aussi de susciter des débats. La Cité de l'économie, c'est un lieu de vie et de réflexion autour de l'économie. Donc, on a à la fois des visites, débats, avec des discussions entre nos médiatrices et le public, et puis des conférences de tous ordres pour des spécialistes, pour des néophytes. Voilà, ça s'adresse à tous. Moi, je reçois beaucoup d'économistes, alors ici, mais aussi sur Public Sénat, dans une émission beaucoup plus politique. Un économiste, il fait de la politique. D'une certaine façon, ou même peut-être forcément, il fait de la politique. Comment créer un parcours apolitique? On va vous dire, ah mais c'est un parcours libéral, ou alors c'est un parcours socialiste. Vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait. Alors, on a très peu de critiques et elles sont des deux bords. Donc, ça, c'est bon signe. Voilà. Parce qu'évidemment, la seule manière de traiter le sujet, c'est de présenter une pluralité de points de vue. On a donc dans le parcours des blocs débats, enfin donc des vidéos qui présentent des témoignages de différents bords politiques. Si on parle de formation, comment faire évoluer cette statistique qu'on a vue ensemble? Ça part puisque vous vous adressez aux lycéens, ça part du collège, ça part du lycée. À partir de quand? Et peut-être que faut-il changer pour que les Français soient moins perdus en matière d'économie? C'est vrai que nous, on s'adresse principalement aux adultes et aux lycéens, mais petit à petit, on rajeunit les cibles. Donc, la Banque de France a créé le passeport EducFi, qui s'adresse à tous les collégiens et qui est en train de se vraiment diffuser dans tous les établissements de France, dont on est partenaire également. Et puis, à mon sens, il n'est jamais trop tôt pour parler d'argent. C'est aussi pour ça que maintenant, on a créé cette exposition dès 6 ans. Il faut aussi... Mais à l'école, c'est pas un peu le parent pauvre des programmes scolaires? Mais si, vous avez raison. C'est enseigné. Bon, il y a la monnaie indirectement abordée à travers le programme de maths et d'histoire à l'école. Et ensuite, il y a le passeport EducFi. Voilà, ça c'est un progrès important, assez récent. Et puis ensuite, l'économie est abordée en seconde. Et après, si on ne prend pas la spécialité économique, c'est tout. Donc, une année pour une question qui est à la fois dans nos vies personnelles, pour gérer un budget, faire des emprunts, gérer son épargne, etc. Et à la fois dans les débats politiques, comme vous l'avez dit, et puis qui permet aussi de comprendre la géopolitique mondiale, donc de comprendre le monde qui nous entoure de tout point de vue. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une part de responsabilité des cercles économiques eux-mêmes, qui jargonne quand même pas mal? Moi, je combats ça régulièrement ici. Chacun son métier. Ce qui est important, c'est vraiment de développer la pédagogie. Et en fait, c'est les pédagogues en économie qui sont insuffisants. Vous vous rendez compte qu'on est le premier musée d'économie en Europe? Ça devrait être obligatoire. D'ailleurs, on reçoit des groupes d'Europe entière. On a de nombreuses classes d'Espagne, etc., qui viennent parce que cet outil n'existe pas ailleurs. Il y a un autre musée au Mexique, mais effectivement, c'est vraiment un projet qui mérite d'être développé. Vous avez commencé à l'évoquer rapidement, mais avec quelles conséquences sur les citoyens que nous sommes, ces lacunes en matière économique? En fait, il y a plusieurs réactions, mais c'est vrai qu'il y a un petit peu une réaction de fatigue, de rejet, de sentiment d'impuissance aussi.
C'est aussi pour ça que c'est important pour nous de travailler en quelque sorte l'empowerment citoyen. Donc quand on organise des visites débats, il y a beaucoup d'échanges. Et ça, c'est vraiment très sympa parce que moi, j'ai vraiment vu à l'œuvre pendant des visites des nouvelles idées émerger, des citoyens entre eux qui voilà, se mettaient à avoir de nouvelles idées, puisque voilà, on fait aussi intervenir des politiques. Donc voilà, c'est un lieu très vivant. Il faut, c'est un sujet, c'est un grand sujet. Voilà, il faut y aller petit à petit. Il est omniprésent dans les médias, mais on peut aussi reprendre un manuel. Citeco, la Cité de l'économie, développe aussi énormément de vidéos, ainsi que la Banque de France. Il y a beaucoup d'opérateurs. Il y a d'excellentes vidéos aujourd'hui de formation en ligne. Donc on peut y aller petit à petit et surtout chercher des contenus plaisants et accessibles à tous. On a un rapport un peu schizophrénique, enfin je ne sais pas si c'est le bon terme, à l'argent en France. Il nous fascine, on n'aime pas trop les riches, on adore stigmatiser celles et ceux qui gagnent de l'argent. Est-ce que ça ne participe pas de cette lacune en matière économique, ce rapport qu'on a à l'argent, finalement? Mais certainement. En fait, on voit aussi chez les parents un frein pour parler d'argent, parce qu'on se dit peut-être qu'ils pourraient rendre les enfants cupides, ou alors on veut leur épargner des soucis d'adultes. Pour nous, argent et éthique ne s'opposent pas. Au contraire, il faut vraiment parler d'économie et d'éthique et d'externalités négatives de développement économique en même temps et les aborder de front. Je pense que c'est vraiment comme ça aussi qu'on peut redonner le goût aux Français. Une autre manière de redonner goût à l'économie aux Français, en ce qui concerne la Cité de l'économie, c'est de mêler art et économie, culture. Donc ça, c'est un axe très fort de la Cité de l'économie. On programme énormément de spectacles, de concerts, on fait intervenir vraiment des artistes de tous bords. Par exemple, très prochainement, en février, on ouvre une exposition photo, all inclusive, de l'artiste Courtney Roy, très talentueuse, autour du tourisme mondialisé. Donc elle propose un regard intime autour de ses expériences de voyage. Et puis nous, on aborde toutes les questions du développement économique formidable qui est permis par la mondialisation du tourisme, création d'emplois, mais aussi impacts environnementaux, des emplois peut-être peu qualifiés, qui ont peu de chances d'évoluer. Enfin, voilà, ce sont des sujets qui peuvent vraiment être nourris par des apports artistiques et économiques. Merci beaucoup, Vida Konikovic, et à bientôt sur Be Smart for Change. L'expo-jeu Les mystères de l'argent est à voir donc à la Cité de l'économie et de la monnaie à Paris. C'est jusqu'au 8 mars 2026. Merci encore. Thomas. On passe tout de suite à notre rubrique Transitions urbaines. Transitions urbaines, c'est notre rendez-vous mensuel avec Alexandre Herveau. Bonjour Alexandre. Bonjour Thomas. Bienvenue, une ville, une entreprise pour parler d'attractivité, d'écosystème en perspective des élections municipales. On reçoit Philippe d'Avignon, bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes Merci. directeur commercial de Genevos, une start-up leader dans la décarbonation du transport maritime qui est basée près de La Rochelle. Une entreprise et une ville, La Rochelle. Je veux bien que vous nous présentiez Genevos en quelques mots, ce que vous développez pour le secteur maritime aujourd'hui. Oui, tout à fait. Donc Genevos, nous sommes une société qui a été créée en 2018. On fait un focus véritablement sur la transition du secteur maritime. Ouais. On développe, on certifie et on produit des modules de génération de puissance électrique à base de piles à combustible. On utilise en gros l'hydrogène et l'oxygène, une réaction chimique sans émission pour la création d'un courant électrique. Ce courant électrique, on le travaille, on le stabilise et on peut l'utiliser dans n'importe quel type de navire pour la propulsion, pour les auxiliaires, la climatisation, la lumière, etc. ou la recharge d'un pack batterie. Voilà. Ouais. Donc on est vraiment dans la transition. Qui en a eu l'idée? Qui est à l'origine de la création de Genevos? Alors la société a été créée par Phil et Rebecca Sharp, qui sont deux citoyens britanniques installés en France depuis plus d'une décennie et qui viennent en fait de la course au large. Phil était non seulement ingénieur, mais également skipper, très engagé en classe 40 et très sensible justement à cette pollution maritime. Et il s'est dit à l'époque, qu'est-ce que je peux faire pour remplacer ce moteur diesel qui pollue, qui fait du bruit, et il en est venu à la pile à combustible et il a créé justement ce module entièrement intégré avec cet esprit justement racing offshore, c'est-à-dire durable, compact, léger et en gros qui marche tout seul. Ouais. Voilà. Et c'est vrai qu'on reçoit beaucoup ici des skippers ou d'anciens skippers qui sont très souvent engagés dans la défense de la planète et de l'océan. Quelques chiffres, création, vous nous avez dit 2018, vous êtes localisé à Lagor, on est juste au nord de La Rochelle, des effectifs d'une quinzaine de salariés, chiffre d'affaires 3 500 000 euros et une levée de fonds annoncée en 2024 de 2,5 millions. Peut-être qu'on peut parler de passage à l'échelle là. Oui, je pense que là vous êtes, je crois que on en
parlait, vous avez des ambitions qui vont très vite se concrétiser et qui vont pas seulement se passer près de La Rochelle, mais aussi plutôt avec des productions en série, c'est ça? Ouais, tout à fait. C'est-à-dire que là, 2026, on est sur une année 2025, pardon, 26, année un peu charnière. On a déménagé, en fait. On est installé dans les nouveaux locaux. On était installé d'abord dans une pépinière, petit bureau, 50 mètres carrés, 100 mètres carrés de petits ateliers pour faire les premiers prototypes. Et là, début d'année, on a intégré un tout nouveau bâtiment, 1200 mètres carrés, existant. On a repris un bâtiment d'une ancienne chaudronnerie, donc on continue cette histoire industrielle au niveau de La Rochelle, et qui va pouvoir nous permettre justement de monter en production, monter en cadence, pour répondre justement à nos différents clients et différents projets potentiels. Et alors, il y a une partie de vos projets qui sont aussi à l'international, parce que là, clairement, dans vos cibles, on va partout. Ah, on va partout, on va même surtout, aujourd'hui, je dirais 95% des projets qu'on discute sont à l'international, principalement l'Europe, plutôt l'Europe du Nord, la Scandinavie, les États baltes, l'Allemagne, les Pays-Bas, et puis aussi des grosses tractions côté Moyen-Orient et côté Inde, notamment. L'Inde qui est un pays qui est assez moteur, justement, notamment sur l'hydrogène. On a signé un partenariat avec une société en local pour l'intégration de nos systèmes. C'était là à l'automne. Et donc, on va pouvoir... Ça veut dire qu'il y a des pays un peu réfractaires ou moins avancés que d'autres? C'est un sujet complexe parce que l'hydrogène, en fait, c'est un écosystème complet. Hein. L'hydrogène, alors on commence à parler d'hydrogène natif, mais l'hydrogène, il est surtout fabriqué. Donc, l'hydrogène, c'est d'abord une production, c'est des usages multiples. Ça peut être pour le maritime, on parle également de l'aviation, on parle de la mobilité. Et puis surtout, ce qu'il ne faut pas oublier au milieu, c'est l'infrastructure, la distribution. Donc, c'est un peu le même problème qu'on a eu à l'époque avec l'automobile, le passage aux voitures électriques. On avait l'électricité, on a les voitures électriques, et on n'avait pas forcément les stations pour faire le plein. Et ben, l'hydrogène, c'est aujourd'hui encore un petit peu la problématique que l'on rencontre, qui est l'un des freins, je dirais, au déploiement global. C'est vrai que le contexte, que ce soit en France ou en Europe en général, est un peu compliqué. Là, début décembre, on apprenait une entreprise Symbio près de Lyon, je crois, au Grenoble, qui va licencier 350 personnes parce qu'il y a eu un retrait de Stellantis qui était engagé comme client. Donc c'est un contexte assez compliqué pour l'hydrogène. C'est un contexte compliqué. Il y a une vraie... on va parler de consolidation du secteur. Hein. C'est-à-dire que l'hydrogène a été vu il y a quelques années comme un peu une molécule un peu magique, qui allait répondre effectivement à cette problématique d'énergie. C'est une molécule propre. Voilà. Donc il y a eu énormément d'initiatives qui se sont lancées. Il y en a qui continuent, il y en a qui ont déjà posé les crayons, je dirais. Nous, on fait partie des gens qui continuent, on s'accroche, il faut quand même être résilient. Les décisions prennent du temps, c'est des investissements qui sont encore très forts, la technologie coûte encore assez cher. Et encore une fois, l'hydrogène, dans une pile à combustible, c'est une solution parmi d'autres dans la transition, c'est-à-dire que c'est pas la seule. Ouais. Est-ce que c'est plus adapté au transport lourd, pas seulement pour le transport maritime, pour le transport routier aussi? Ouais. C'est typiquement la stratégie hydrogène de la France qui a été remise à jour justement là en avril cette année, pointe clairement que il faut plutôt aller justement regarder la mobilité lourde, donc on parle d'aviation, on parle de maritime, bus, camions éventuellement, et plutôt laisser de côté la mobilité légère, les voitures, pour le coup, l'hydrogène est un peu moins adapté. On va plutôt aller regarder des solutions à batterie, justement, pour la partie électrification qui paraît plus adaptée. Bon, on ouvre le chapitre La Rochelle avec quelques chiffres, Alexandre. Oui, donc La Rochelle, donc Charente-Maritime, c'est presque 180 000 habitants. Si on parle de l'agglomération, la ville en elle-même, c'est plutôt 80 000. L'agglomération, d'ailleurs, qui comprend 28 communes, dont 9 sur le littoral, ce qui correspond à 70 km de côte. On est sur une petite ville étudiante, c'est-à-dire que c'est par rapport aux voisines, entre guillemets, sur la façade atlantique, que sont Nantes et Bordeaux, évidemment, c'est moindre, c'est 15 000, mais c'est pas négligeable, et je pense qu'on va en parler, parce que vous avez justement des liens avec ce milieu estudiantin. On peut parler des 1000 hectares de parcs d'activités. La Rochelle, c'est 3 heures de TGV de la capitale. Au niveau politique local, eh ben, ça a changé de maire en pleine année, en juin dernier, suite à la démission du précédent maire. Là, c'est Thibaut Guiraud qui est à la mairie, et La Rochelle, donc, on parle énormément de start-up qui se développe justement dans le milieu de l'innovation et de la transformation durable. Récemment, on a beaucoup parlé du groupe belge Salvay qui qui prépare et qui a signé des contrats pour créer une usine de séparation de terres rares, pour diminuer la dépendance qu'on a vis-à-vis de la Chine notamment. Donc c'est un endroit qui a le vent en poupe, sans mauvais jeu de mots. Pourquoi est-ce que La Rochelle et l'agglomération, en quoi ça constitue un terreau, finalement un terrain pertinent pour une boîte comme Genevos, au-delà de la proximité de la mer directe? Oui, tout à fait. La Rochelle, en fait, nous, on voit effectivement 2 avantages. On a effectivement une industrie nautique
qui est extrêmement importante, hein, avec, alors, suivant les classements, La Rochelle se place ou premier ou deuxième, premier port plaisance en Europe, c'est plus de 5200 anneaux, avec effectivement tout le tissu qui va autour, donc les chantiers navals et puis également les intégrateurs, tous les équipementiers. Et donc au départ, pour nous, sur nos systèmes, on visait véritablement aussi le nautisme, c'est énormément de bateaux, des petites puissances, donc plutôt intéressant. Finalement, c'est un marché qui n'est pas encore complètement prêt, mais ça, à la rigueur, ça fait aussi partie des évolutions de stratégie. Et puis à côté de ça, La Rochelle, c'est également un territoire qui est très dans cette transition écologique. Ils ont été lauréats d'un appel à projet qui s'appelait Territoire Innovation en 2019, lancé par l'État. C'est une mobilisation de 130 acteurs divers, donc des publics, des universitaires, des entreprises, pour réduire les émissions de CO2 de la ville et engager cette transition. Ouais, d'ailleurs, le site où vous étiez, là où vous avez été incubé, Atlantec, c'est intéressant de raconter l'histoire. C'était un site militaire? C'était un site militaire qui a été réhabilité en parc bas carbone. C'est un premier un parc pilote en Europe, bas carbone, donc avec production de sa propre électricité, panneaux solaires ombrières, production d'hydrogène, installation d'un petit électrolyseur et tout un système, un écosystème, effectivement, avec notamment une pépinière d'incubation de start-up engagés dans la transition, ce qui était notre cas. Et donc, on y était effectivement jusqu'en février dernier avant de déménager. Qu'est-ce que vous apporte cet écosystème en termes de compétences, de partenariats éventuels, de visibilité? Alors, justement, les partenariats, les compétences, Alexandre le disait, le côté universitaire, très important pour nous. On travaille beaucoup avec l'école d'ingénieurs locale qui s'appelle l'EXI, qui est une école généraliste. Alors, on travaille avec eux on récupère des stagiaires, des alternants. On est aussi maître de stage pour certains. Et puis aussi, ils ont installé en développement un banc de tests pour piles à combustible. Et donc, depuis le départ, en fait, on teste nos systèmes avec eux. Donc, c'est dans le cadre de projets étudiants et aussi pour nous, pour notre propre développement, le développement et la validation de nos systèmes. Donc ça, c'est clairement très intéressant. Et est-ce que justement, vous parliez à l'instant là de ce label qu'avait reçu La Rochelle en 2019, en tout cas de cette initiative-là, on sent qu'il y a une ambition, en tout cas au niveau justement de la transformation et de la lutte contre le réchauffement. Vous sentez une cohérence justement entre la réalité industrielle, on va dire, du terrain et les discours publics? Alors, il y a une certaine forme de cohérence. Après, tous les projets n'aboutissent pas. Il y a des très très bonnes choses. Alors, il y a quelques années, justement, il y a un premier bateau équipé d'une pile à combustible, c'était pas la nôtre, mais équipé d'une pile à combustible, un petit passeur portuaire, voilà, qui fait les petits allers-retours, qui avait été mis en service. Et l'idée, c'était aussi de dire, notamment avec la mise en place d'Atlantec, avec cette fabrication d'hydrogène vert, avec cet électrolyseur, de dire, voilà, on aura cet hydrogène qu'on va pouvoir utiliser pour ce passeur. Finalement, l'électrolyseur ne produit pas beaucoup d'hydrogène, ce passeur a été arrêté. Donc, il y a effectivement des bonnes idées, des bons projets. Tout n'aboutit pas, mais il y a quand même une vraie volonté au niveau de la ville. Ouais. Et d'ailleurs, comme on sait, à chaque fois, on pose cette question avec Thomas, c'est-à-dire qu'on fait des éloges des différentes villes, mais il y a toujours des points d'amélioration, des critiques à amener. Ce seraient lesquels pour vous, en ce qui concerne La Rochelle? Ce serait certains projets. Alors, si on regarde évidemment l'hydrogène, il y avait un très joli projet d'hydrogène, justement d'installation de stations de ravitaillement sur le port. Ça fait longtemps qu'on en parle. On a également de l'hydrogène, on va dire, qui sort des différentes usines qu'on pourrait utiliser, ne serait-ce que pour faire pour chauffer, pour produire de l'électricité. La problématique qu'on va avoir, c'est que c'est un hydrogène qui n'est pas vert. Donc, s'il n'est pas vert, il n'est pas éligible aux différentes subventions qu'on peut avoir. Et donc, du coup, les investissements étant trop lourds, ça freine finalement ce genre de... Voilà, ça tarde. Est-ce que c'est une ville où c'est difficile de se loger aussi pour les salariés ou les futurs salariés? Ça, c'est le côté effectivement très attractif de La Rochelle. Post-Covid, La Rochelle a connu vraiment une augmentation avec quand même beaucoup de gens. J'en fais partie. Moi, je suis un ancien Parisien et j'ai déménagé il y a 3 ans vers La Rochelle. Aujourd'hui, effectivement, c'est un territoire qui est un petit peu en tension au niveau logement, avec des prix de logement qui sont quand même assez forts. Et puis qui est aussi un petit peu en tension sur certains métiers en termes de recrutement. Il y a énormément, comme je disais, d'industrie, des gros employeurs. Il y a Alstom notamment qui est là-bas, qui fabrique ces locomotives de TGV. Il y a toute l'industrie nautique, entre autres. Et effectivement, trouver les bons profils et puis trouver les bons arguments pour les garder, c'est effectivement compliqué. Ça fait partie de vos difficultés, ça? Ouais. La qualité des recrutements? Surtout trouver certains profils. Alors, je pense que c'est pas vraiment spécifique à La Rochelle. C'est un vrai problème sur certains corps de métier. Voilà, nous on cherche notamment des profils d'ingénieurs un petit peu particuliers. Vous allez vous agrandir là, pour 2026. C'est parti. Ouais, tout
à fait. On va s'agrandir. Il y a des jolis projets qui arrivent. On a des besoins de recrutement. Et effectivement, il faut trouver les bons arguments pour faire venir les bons talents à La Rochelle. Merci beaucoup, Philippe d'Avignon. Bon retour à La Rochelle, à Lagor, pour être précis. Voilà, c'est à bientôt sur Bismart for Change. C'est l'heure du grand entretien de ce Smart Impact avec la présidente de La Ruche. Prête pour l'impact, c'est la question que je pose chaque jour à une personnalité qui compte dans notre économie. Et je reçois aujourd'hui Sophie Vanier, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la présidente de La Ruche, date de création 2008. C'est à la fois un incubateur, un organisme de formation. Présentez-nous La Ruche. Avec plaisir. En effet, la ruche, elle se définit au pluriel. Oui. Vous avez raison, on a plusieurs métiers. On s'est créé en 2008 dans l'envie de promouvoir un entrepreneuriat plus responsable, de bon sens, donc ce qu'on appelle l'entrepreneuriat impact. Et puis on a, autour de ça, développé différents métiers d'animation de communauté. Donc on anime des entrepreneurs dans cette idée qu'on est plus fort ensemble. On les accompagne. Avec des mentors, des workshops collectifs, des formats aussi individuels, avec de l'expertise, vraiment pour les aider à développer leurs idées, leurs projets, et parfois même à aller lever des fonds. Et puis on accompagne les compétences, donc vous le mentionnez, on est aussi un organisme de formation, parce que l'entrepreneuriat, c'est aussi des compétences spécifiques, et aussi quand on entreprend dans l'impact, il y a aussi des petites spécificités, et donc on est aussi un organisme de formation. Une entreprise à impact, un entrepreneur ou une entrepreneur à impact, c'est quoi pour vous? Ça signifie quoi? Alors, ça signifie qu'on a une double finalité dans son projet. Et je parle de projet parce qu'on peut avoir une entreprise, une association, un collectif et être entrepreneur à impact. Et cette double finalité, c'est répondre à un enjeu de société. Donc, il y a souvent une réponse à un enjeu d'intérêt général. Mais aussi aller chercher une dynamique entrepreneuriale, une pérennité économique, cette envie d'avoir une proposition de valeur et d'être dans cette posture entrepreneuriale. Donc finalement, l'entrepreneuriat impact, je crois que c'est avant tout une posture, celle de chercher des solutions et donc d'être vraiment un trouveur de solutions pour résoudre des problèmes de société. Il y en a pas mal, donc on a besoin d'entrepreneurs à impact, clairement. Cette notion, cette idée d'impact social, depuis quand ça a toujours fait partie de vos choix professionnels. Depuis quand c'est important pour vous? Moi, c'est vrai que je suis un peu tombée dans la marmite. Quand je suis sortie d'études, moi j'avais fait du droit initialement, avec cette envie d'aller vers le droit de l'environnement. Puis j'ai fait une école de commerce en me disant je vais pouvoir faire plein de choses en faisant du commerce. Et c'est en études, en échange en Australie, que j'ai découvert ce qu'on appelait la responsabilité sociale des entreprises. Donc aujourd'hui, tout le monde connaît la RSE, mais c'était donc en 2010, c'était moins connu. Et c'est vrai que là, je me suis dit, c'est génial, on peut être dans une logique d'entreprise et aussi dans une logique d'engagement. Et c'est à ce moment-là où j'ai compris qu'on pouvait être un professionnel engagé. J'avais jamais vraiment su qu'on pouvait être à la fois engagé dans une carrière. Et donc moi, c'est en 2010, donc j'ai croisé le chemin d'un des cofondateurs de La Ruche. J'ai commencé à travailler avec lui, puis ensuite on a lancé les programmes d'incubation pour La Ruche. Avec plus de 20 programmes d'accompagnement, plus de 4000 entrepreneurs accompagnés, 16 espaces, vous êtes présents à Paris, en région. Programme d'accompagnement, je m'arrête là-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez des exemples de programmes d'accompagnement qu'on peut un peu détailler? Oui, en fait, La Ruche, on a vraiment cette volonté de donner du pouvoir d'agir aux gens. Soit sur les enjeux qui les révoltent, réchauffement climatique, inclusion, etc. Et ils pensent à des solutions et on va les accompagner à les mettre en œuvre. Donc, à vraiment, c'est quoi cette idée? Est-ce que ça peut devenir une entreprise ou pas? Est-ce que c'est plutôt une association? Est-ce qu'il peut y avoir une viabilité? Qui sont mes partenaires stratégiques? Quel est mon rôle, moi, dans ce projet? Et donc, le programme d'accompagnement, c'est vraiment cette idée d'accompagner tous les stades clés d'un projet, la personne et son équipe. Et puis, c'est aussi le pouvoir d'agir sur sa propre vie. Et donc, on travaille beaucoup, nous, avec les publics qu'on appelle sous-représentés dans l'entrepreneuriat. Donc, des chômeurs de longue durée, on a un programme pour entrepreneurs réfugiés, on a des programmes d'entrepreneuriat pour les femmes, dans les quartiers prioritaires de la ville, pour plein de gens qui sont un peu éloignés des dispositifs d'accompagnement et pour lequel l'entrepreneuriat peut être une façon de se remobiliser, de se rapprocher de l'emploi
et puis aussi de créer son propre emploi. Et donc là, on va travailler avec le Réseau pour l'emploi, France Travail, avec tout un tas de partenaires aussi sur le territoire, pour aider la personne, l'accompagner à se poser la question de ce qu'elle a envie de faire, ce qu'elle sait faire aussi, et mettre les jalons, faire un plan d'action, et puis lancer petit à petit son projet. Depuis sa création, 2008, comment la ruche a évolué? C'était une association? C'est devenu une entreprise? C'est un peu les deux? Ouais, c'est ça, on dit les deux, mon colonel. Nous, c'est assez spécifique dans l'entrepreneuriat impact, on appelle ça des modèles hybrides. C'est-à-dire qu'on a une association, qui était l'association historique de 2008, et qui perdure toujours, et qui porte les programmes les plus militants, on va dire. Voilà, on a 2 incubateurs pour entrepreneurs réfugiés qu'on porte avec un assureur et sa fondation qui s'appelle The Human Safety Net. Et donc là, c'est vrai que c'est l'association qui porte ce programme. On va chercher des subventions. Ouais. Les programmes sont entièrement gratuits pour les personnes. Donc ça, c'est l'association. Et cette association, elle a créé une entreprise de l'économie sociale et solidaire. Donc c'est une entreprise qui a un label. Et ce label, il s'appelle ESUS. Et ça veut dire entreprise d'utilité sociale et solidaire. Et cette entreprise, elle a des activités plus commerciales. Donc l'activité coworking, l'activité de formation. Et donc là, c'est ce qu'on appelle social business. Avec cette tribune que vous aviez publiée dans Les Échos, dans laquelle vous dites « Les entrepreneurs sociaux font souvent preuve de frilosité quant à leurs engagements politiques, mais ils y sont quotidiennement confrontés. Les fondements de l'entreprise sociale sont bel et bien politiques, la création d'emplois, l'insertion professionnelle, l'inclusion, la distribution de la valeur. » Est-ce que d'une certaine façon, ce que je comprends, un entrepreneur social, il fait de la politique par son engagement? Oui, il fait de la politique avec un grand P, dans le sens où il agit vraiment dans le sens de la cité, de la politique, puisque en effet, il crée de l'emploi, il s'engage souvent dans l'entrepreneuriat social pour une valeur partagée, pour l'inclusion. Et donc c'est une politique qui n'est pas une politique partisane, mais qui défend un modèle de société. Et c'est là aussi parfois où l'économie sociale et solidaire et les entrepreneurs à impact, ils appellent aussi un peu les politiques pour avoir une plus forte vision finalement, on a des politiques économiques, mais c'est quoi notre économie politique? Mais ces entrepreneurs sociaux, ces entrepreneurs à impact, est-ce qu'ils ne sont pas naturellement plus sollicités par des... alors on est en pleine campagne des élections municipales, on vote dans 3 mois, par des candidats qui sont plutôt à gauche, plutôt écologistes, qui vont venir et qui vont dire « Ah tiens, t'es un entrepreneur à impact, soutiens-moi ». Alors oui, tout à fait, c'est vrai. Après, c'est vrai que nous, on a un enjeu de faire bouger toutes les lignes. En tout cas, c'est vrai que nos idées, on a envie qu'elles n'appartiennent pas que à tel ou tel parti politique. À tel ou tel parti, puisqu'en fait, le bon sens, il appartient à tout le monde, entre guillemets. Et parfois, c'est là où c'est le plus dur, où il faut porter les messages les plus forts, et pas forcément là où on sait qu'on a déjà des valeurs communes et un socle commun. Mais on pourrait considérer que la ruche ou des mouvements qui représentent l'entrepreneuriat à impact s'engagent en politique. Et disent voter pour tel ou tel. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, tout à fait. D'ailleurs, ça a été une grande question au moment de la dissolution, en juin 2024. On s'est beaucoup mobilisé en se posant la question, quel est notre rôle avec cette montée de l'extrême droite, de cette dissolution? Et donc, il y a eu des choix qui ont été faits. Et je sais que la ruche, on a vraiment fait un choix d'appeler au vote, de rappeler les valeurs qu'on défendait et de clairement amener les gens à se mobiliser pour lutter contre cette montée d'extrême droite et pour, directement protéger les valeurs de partage, d'entraide, d'inclusion, de diversité, d'accueil qui nous sont chères. Alors, la ruche, c'est aussi une sorte de vigie, de point d'observation des grandes tendances de l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qui émerge pour vous aujourd'hui? Qu'est-ce que vous voyez sortir là, des créations d'entreprises, des demandes qui vous sont faites? Alors c'est vrai qu'on est une sorte de vigie. Après, on aime bien aussi faire le jeu de la boule de cristal, parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de ça aussi. On est dans un monde qui est en train de se renouveler, qui est extrêmement en train de changer, dans une incertitude économique, politique,
qu'on n'a jamais vraiment vécu avec nos 15 ans d'existence. On est un peu dans quelque chose de très nouveau. Et on voit plein de choses hyper intéressantes émerger et qui nous ramènent vachement aussi à nos valeurs de début. Donc dans les premières tendances qu'on voit émerger, et c'est un peu une lame de fond depuis déjà quelques années, mais là ça devient de plus en plus fort, c'est le retour de la proximité, du local. De l'ancrage local. De l'ancrage local. D'accord. Et c'est pas un repli sur soi, c'est plutôt une nécessité de retourner dans les lieux, donc dans les espaces de coworking qui avaient été un peu désertés à un moment du tout télétravail, du tout à distance. Là, les gens reviennent dans les espaces de coworking, vont chercher du lien, ont envie de consommer local. Même dans la grande distribution, on l'a vu, les grands magasins sont devenus de plus en plus locaux dans les villes, dans les cœurs de bourg. Et donc, on le voit aussi chez nos entrepreneurs à impact, cette envie d'avoir des solutions locales, très ancrées sur le territoire. Et en 2026, je pense qu'on va avoir beaucoup de solutions en milieu rural qui ont des territoires qui ont été un peu oubliés, on va le dire. Bien sûr, ouais. Et donc là, il y a un grand appel à manifestation de la Banque des territoires qui remet la ruralité, les montagnes au cœur du sujet. Et donc ça va être très intéressant parce que là, on va tous se mettre en ordre de marche pour chercher des solutions, innover, faire ensemble. Ce que j'entends dans ce que vous dites, c'est aussi cette notion de collectif, parce que quand on est chef d'entreprise, souvent on se sent assez seul pour prendre des décisions dans plein de domaines différents, toutes ces décisions qui passent par celui ou celle qui dirige l'entreprise. Est-ce qu'il y a cette notion de collectif aussi, ou de recherche de collectif que vous voyez ? Oui, tout à fait. Et ça, c'est une tendance qui émerge aussi très fortement. Déjà, les incubateurs, on observait qu'on accompagnait moins des équipes seules, donc ce qu'on appelle des solo-entrepreneurs, et on cherchait plus à accompagner des équipes, puisqu'on sait qu'en fait, en équipe, on va plus loin, plus vite, etc. Mais c'est vrai aussi au sein de l'écosystème. Et en fait, dans l'entrepreneuriat impact, c'est évident qu'on ne peut pas régler les problèmes seuls. Et si on parle par exemple de territoire et de ruralité, il y a tout un tas de freins à lever. La fracture numérique, les enjeux de mobilité, les enjeux de formation. Et donc c'est bien en se coopérant et en créant des dynamiques de parcours, tous ensemble, qu'on va pouvoir accompagner au mieux les personnes. Et donc 2026, ce sera vraiment le temps de la coopération. Mais donc, et ça aura deux vertus, pour les personnes et pour les structures. Parce qu'on sait que le secteur associatif est très aussi malmené. Et en fait, en coopérant, on crée aussi de la mutualisation, de l'entraide. Et donc, c'est vrai que vous avez raison, la coopération, elle est majeure, importante mais et majeure. Il faut des espaces pour ça. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est on peut avoir des chefs d'entreprise qui sont dans un rayon de 50 km, mais qui ne vont jamais se croiser. Alors mais il y a des espaces qui se créent, il y a des réseaux, il faut rejoindre les réseaux d'entrepreneurs, et il y en a en fait un peu partout sur les territoires. Donc voilà, et puis il y a les tiers-lieux. Il y a une grosse dynamique de tiers-lieux aussi, qui sont des lieux où on peut venir se rencontrer, apprendre ce que fait l'autre et imaginer des synergies. Alors il y a une autre tendance, ce sont les métiers du care. Déjà, le constat, quel constat vous faites sur quoi ? Sur des entreprises qui se créent, des reconversions vers les métiers du care ? Alors nous, le constat qu'on fait, c'est pas forcément que les métiers, mais c'est la notion du prendre soin, qui est une notion qui est émerge énormément avec tous ces enjeux, des risques psychosociaux, et puis avec on a conscientisé tous les enjeux de santé mentale des dirigeants. Donc il y a vraiment quelque chose qui a émergé en 2025 aussi avec cette année autour de la santé mentale. Et finalement, même si c'est pas passé grand-chose avec les changements de gouvernement, on n'a pas vu beaucoup d'actions concrètes liées à la grande cause. D'ailleurs, c'est pas un hasard si elle a été prolongée en 2026. Exactement, bon. Mais ça a essaimé des graines. Et je pense qu'il y a eu un vrai éveil de conscience, et dans les entreprises, et chez les dirigeants, chez les salariés. Et en fait, tout le monde a envie de prendre plus soin de soi-même, des autres. Et donc, c'est aussi dans la façon dont on va entreprendre, où aujourd'hui, on se pose aussi des vraies questions sur la charge mentale, la charge de travail. Et le fait de faire ensemble vient aussi nourrir cette envie de faire mieux. Et dans aussi ce qu'on appelle un peu l'écologie de soi-même. C'est-à-dire, avant, on avait des entrepreneurs qui se cramaient, qui travaillaient 50 heures semaine. Il y avait un peu cette idée de il faut travailler à fond, très tôt le matin, très tard le soir. Et c'est ça, un entrepreneur.
Et en fait, ça change beaucoup. Ouais. Et donc ça, on le voit aussi émerger chez nos entrepreneurs à impact. Et alors, vos programmes d'accompagnement, ils vont dans ce sens-là? C'est-à-dire, vous avez des programmes spécifiques pour soutenir des transitions professionnelles vers le care, vers les métiers du care? Oui, tout à fait. On a, déjà, c'est vrai qu'on a de plus en plus de programmes autour du care et de la santé. Donc là, on accompagne un projet qui s'appelle Bordicare. Ouais. Donc c'est une application avec une intelligence artificielle pour venir outiller des personnes borderline. Et donc ça, c'est quand même des sujets assez nouveaux, en plus d'aller chercher l'intelligence collective pour venir créer des outils pour les patients. Donc on a des projets qui émergent comme ça. Et aussi, nous, dans nos programmes, on va aider nos entrepreneurs à prendre soin d'eux, à prendre soin de leurs équipes, même parfois à prendre soin de leur famille. Et donc, on va créer un espace, des outils pour prendre conscience de ce qui est important pour nous. Et puis, on a beaucoup parlé avant de la vie pro et de la vie perso, cet équilibre, qui était parfois juste équilibre vie pro-perso, une question. Et maintenant, c'est vraiment un axe fort dans les programmes. Alors, il y a une tradition dans cette émission, c'est que l'invité du Grand Entretien pose une question à un invité de la semaine suivante. À votre place, la semaine dernière, il y avait Nicolas Petit, le président du groupe FAS. Voici sa question. Bonjour Sophie. Alors moi, je travaille dans le secteur du bâtiment qui subit des grandes transformations liées à la transition environnementale avec des contraintes réglementaires qui augmentent. Et puis, on a aussi de vraies difficultés de main-d'œuvre. Alors ma question est simple, c'est quelles opportunités cela peut ouvrir pour créer des entreprises à impact? Alors, je reprends la question de Nicolas Petit sur est-ce qu'une période de transformation comme celle-là, de mutation, c'est une opportunité justement pour les métiers à impact? Est-ce qu'on voit plus de métiers à impact ou d'entrepreneurs à impact se lancer dans ces périodes-là? Alors, c'est clairement une opportunité. En plus, c'est vrai qu'il y a des réglementations. On l'a beaucoup vu avec la loi Egalim qui a encadré l'usage du plastique à usage unique. Ouais. Donc, ça a créé beaucoup d'entrepreneurs qui ont inventé des solutions pour, dans l'alimentation, partir avec une cuillère en bois, une cuillère comestible. Enfin, il y a eu plein de choses. Et donc, en effet, ça peut être fécond d'innovation. Donc, ça, c'est vrai. Ensuite, il ne faut pas se cacher qu'en ce moment, c'est quand même dur. On n'a pas de budget, vous le disiez tout à l'heure quand on se parlait. Donc, il y a quand même beaucoup d'incertitudes. Donc, il faut pas être... il faut être assez pragmatique. Oui, il y a des opportunités, mais en un moment, on est quand même un peu en attente qu'il se passe quelque chose sur les budgets. Et spécifiquement dans le secteur du bâtiment, notamment du groupe FAS, c'est un secteur à métier à impact? En tout cas, c'est vrai qu'il y a une marche pour créer de l'impact et transformer son métier énorme. Et ce que j'entends, c'est la question, c'est aussi il y a un manque de main-d'œuvre énorme. Et donc, c'est là où c'est intéressant. C'est que nous, la ruche, on a deux piliers. On a créé une économie plus responsable et une économie plus inclusive. Et quand on dit ça, c'est que la transformation, l'impact, elle se fera pas sans tout le monde. Et dans tous les sujets des métiers en tension, mais c'est vrai dans le bâtiment, dans la restauration, dans les aides à domicile, il faut qu'on aille chercher des personnes qui sont pas en emploi aujourd'hui, qu'on les sensibilise à ces métiers-là, qu'on leur montre le sens et qu'on les forme. Et donc, oui, c'est une question et une opportunité pour les entrepreneurs à impact, mais ça se fait avec France Travail, avec les entreprises, et donc c'est que des solutions qui sont forcément tripartites pour créer les chaînes de j'apprends, je connais le métier, je suis formée, et à la fin j'ai un métier clé en main pour y aller. Alors vous observez une autre tendance, c'est le repreneuriat. Bon, je comprends à peu près le mot, mais je veux bien que vous me le définissiez, de quoi on parle. Alors c'est vrai que la reprise d'entreprise, c'est un vrai sujet. Je crois que là, dans les 10 prochaines années, il y a 700 000 entreprises à reprendre, qui sont parfois et souvent des entreprises parce que les dirigeants arrivent à la retraite, parce que c'est le moment pour eux de passer à autre chose, et que naturellement, il n'y en a qu'un tiers qui trouvent des repreneurs. Et donc là, il y a déjà une tendance de dire, d'un point de vue démographique, il y a un vrai sujet à trouver les repreneurs de ces entreprises. Et en fait, c'est un fort impact de reprendre une entreprise parce que ça sauvegarde des emplois, ça permet de poursuivre le développement économique de ces projets-là. Donc je pense qu'il y a à nous aussi des incubateurs de s'emparer du sujet de la reprise. Et puis il y a une tendance aussi que les entrepreneurs d'il y a 15 ans
qui étaient les entrepreneurs à impact. On en voit beaucoup qui ont passé la main sur leur projet et dans leur nouvelle envie d'entreprendre, ont envie de reprendre des entreprises et d'y ajouter plus d'impact. De les modifier. De les modifier, ouais, parfois même de de les changer transformer, le modèle de économique, transitionner. etc. Ouais. Et une entreprise qui faisait peut-être, qui exportait beaucoup, une entreprise de tissu, de dire mais comment en fait on relocalise ces boîtes, comment on crée plus d'impact. Et donc il y a une génération d'entrepreneurs qui étaient on va dire les pionniers de l'impact en 2010, qui en 2025 ont envie de reprendre des boîtes et de les transformer, et c'est ultra intéressant. Avec des enjeux de transmission des savoir-faire notamment, et ça vous les accompagnez ces transmissions? Il y a un énorme enjeu de transmission, oui, et beaucoup d'humains. En fait, c'est vrai qu'il y a l'enjeu humain avec le cédant, avec les équipes qu'on récupère, avec les clients, les fournisseurs. Et donc ça, c'est un métier qu'on découvre, nous, à La Ruche, parce que pour l'instant, on a souvent accompagné des entrepreneurs qui voulaient développer leur solution. Oui, créer leur entreprise. Exactement. Et là, c'est très différent. différent. Ça existe déjà et je vais reprendre. Et donc, en effet, ça s'accompagne un peu différemment, et notamment beaucoup sur les enjeux humains. Et donc, il y a plein de bonnes pratiques à partager. Et puis, il y a surtout parler avec d'autres gens qui ont fait la démarche avant, puisque nous, on croit toujours beaucoup au pair à pair. Donc, tout à fait. On parle de beaucoup de micro-entreprises accompagnées par La Ruche. Et bien, ça aussi, de plus en plus. On sait qu'en 2024, c'était 1 million de nouvelles entreprises créées, donc une grande majorité de micro-entreprises. Et ce qu'on observe, donc nous, pour vous donner quelques chiffres, on oriente environ 12 000 personnes par an autour de l'entrepreneuriat et on en accompagne 5 000. Et donc parmi ces 5 000, il y en a un certain nombre qui sont micro-entrepreneurs. Et cette année, on a une vague de micro-entrepreneurs qui se posent la question de leur responsabilité sociétale. Et c'est intéressant parce que la RSE a souvent été plutôt au niveau des grands groupes. C'était des sujets de marque, il y avait des obligations, etc. Et puis là, de voir des solo-entrepreneurs, des micro-entrepreneurs qui se posent la question de leur impact, du choix de leurs fournisseurs, des valeurs qu'ils veulent mettre dans la façon dont ils déploient leurs services, et ben moi, je trouve que ça me fait beaucoup de bien. Parce que dans un moment où on a l'impression que ça bouge plus tellement à un niveau plus gros, plus corporate, etc., ça nous rappelle que le collectif et la masse, le volume, et de dire si tous ces entrepreneurs ils reprennent conscience qu'ils peuvent avoir un impact, c'est de là peut-être où il peut y avoir un changement systémique. Et qu'est-ce qui était en train de changer? Qu'est-ce qui est en train de changer? C'est-à-dire que auparavant, cette envie de mettre du sens. Oui, auparavant on se disait bon, de toute façon, je crée une micro-entreprise, donc mon impact est micro et ça rentrait pas dans la grille de lecture, alors qu'aujourd'hui ça rentre dans la grille de lecture. Exactement, ça rentre dans la grille de lecture et ça rentre aussi dans cette envie de mettre du sens, de faire les choses bien, de s'aligner entre son métier et ses valeurs. Et donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on a accompagné pendant, par exemple, très longtemps sur le secteur de la cosmétique. Des gens qui se lancent en cosmétique. Et en fait, là, tout le monde a envie d'utiliser des produits locaux, a envie d'avoir des offres aussi plus inclusives. Enfin, on se rend compte que les réflexions que nous, on avait à une échelle de société, les micro-entrepreneurs se la posent aussi. Mais est-ce qu'on en voit et que c'est plus du coup juste une façon de créer son propre emploi, oui, j'ai bien mais compris, aussi d'avoir un impact. D'avoir un impact. Mais est-ce qu'on en sent les effets sur l'économie locale? Je reviens au point de départ de notre discussion sur cet ancrage local. C'est-à-dire que est-ce que cette économie locale, elle devient de plus en plus sociale et solidaire d'une certaine façon? Est-ce que vous voyez ce modèle-là grandir? Alors pour pas tant que ça. Non, mais c'est un signal faible que j'observe parmi les 5000 candidatures qu'on a, donc c'est peut-être pas représentatif de tout ce qui se passe, mais on sait quand même que généralement ces signaux faibles, ils sont synonymes d'un changement sociétal. Et donc oui, je pense que, et sur les territoires, je suis bien sûr qu'ils les voient, ces entrepreneurs-là qui ont envie justement de mieux s'investir sur leur territoire. Donc on peut appeler de nos voeux, en tout cas, que si ça bouge pas au niveau des grands groupes, en tout cas pas aussi vite qu'on le souhaite, il y a quand même toutes des citoyens, des citoyennes, des entrepreneurs, des micro-entrepreneurs qui ont pris la conscience de
des enjeux et qui, à leur propre échelle, aussi essayent de les résoudre pour eux-mêmes, parce que c'est important, Oui. mais aussi ça a un impact direct sur tout leur écosystème. Un dernier thème, il nous reste un peu moins de 2 minutes. Je voudrais qu'on parle de vulnérabilité. On a reçu sur ce plateau Alexandre Fayeul qui livre un témoignage dans son livre sur sa propre histoire. Vulnérable. On parlait de care, de la santé mentale. Est-ce que vous voyez des entrepreneurs, hommes ou femmes, accepter d'être vulnérables, alors qu'avant, c'était presque un gros mot. Il fallait, au contraire, ne jamais montrer ses failles. Alors, dans l'entrepreneuriat à impact, je pense qu'on a toujours su qu'on était vulnérable. On a des modèles économiques très fragiles, on est toujours en train de chercher à retrouver une rentabilité, on est entre des subventions, des prestations, donc je pense qu'on l'a toujours su. Mais on ne le disait pas forcément parce que ça faisait peur. En fait, aujourd'hui, on peut dire que c'est vrai qu'on est vulnérable, et comme on le sait, eh ben, on va chercher des solutions pour créer des modèles plus robustes. Et il y a eu 2 tendances qui sont apparues en même temps. Dire la vulnérabilité, c'est vrai qu'on est très enclin aux politiques publiques, à l'écosystème, à l'inflation, enfin tout ça, ça a des impacts directs aussi sur nous. Mais du coup, on va aller chercher des modèles plus robustes. Et donc aujourd'hui, on va être moins dans un monde de start-up, aller chercher de la surcroissance. Mais on va plutôt être dans un modèle de se dire comment on va chercher de la pérennité durable et sur le long terme. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que cette vulnérabilité, elle vient pas seule, mais elle vient avec cette envie de créer des modèles de robustesse économique et du coup des modèles plus pragmatiques. Et nous, c'est vraiment notre travail maintenant à La Ruche, c'est d'essayer d'accompagner le pragmatisme, à la fois pour les leaders, parce qu'ils sont dans une certaine incertitude, et pour les modèles économiques, en disant il faut pour survivre, il faut être robuste et pragmatique. Merci beaucoup, Sophie Vanier. À bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre rubrique Startup, c'est Smart Ideas. Smart Ideas, c'est notre rubrique consacrée aux startups. La bonne idée du jour, elle est signée Quentin Zacoyan. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le cofondateur d'Ernesti. Vous l'avez créé en 2017 avec votre sœur, avec Séverine. Et avec quelle idée ? Écoutez, en fait, l'idée vient de notre mère médecin qui, en fait, avait dans sa patientèle des aidants familiaux qui, en fait, s'occupent d'un parent en perte d'autonomie et qui, en fait, n'arrivaient pas à trouver de solution pour la nuit. Parce qu'en fait, passé 20 heures, ça devient beaucoup plus compliqué d'arriver à trouver du personnel. Et donc, en fait, l'idée est venue tout naturellement de en fait, connecter donc, ces aidants familiaux qui recherchent une présence de nuit pour un parent en perte d'autonomie avec des étudiants en santé qui sont disponibles pour venir toute la nuit au domicile de la personne âgée. Donc, chez nous, on appelle l'accompagner, de 20h à 8h, de manière en fait à apporter une présence humaine rassurante, bienveillante, sécurisante. Donc ça, c'est le point de départ. Après, il faut quoi ? Constituer un réseau, c'est ça ? Tout à fait, constituer un réseau. Donc nous, aujourd'hui, on a eu plus de 25 000 inscriptions d'étudiants en santé dans toute la France. 15 000, donc il y en a un petit paquet qui depuis est diplômé, mais donc on en a encore un réseau de 15 000 dans toute la France. Et vraiment, l'idée, c'est ça, c'est d'avoir un peu tous les cursus où demain, ils seront potentiellement amenés à travailler avec des personnes en perte d'autonomie, donc médecine, soins infirmiers, kiné, pharma, psychomote, ergothérapie, etc. Ouais. Pour les étudiants, c'est quoi ? C'est un complément de revenus, j'imagine ? Tout à fait. Ils viennent chercher, en fait, chez Ernesti, à la fois un complément donc, de revenus, comme vous l'avez dit, et puis, en fait, surtout, l'opportunité d'avoir une première expérience professionnelle, puisqu'en fait, nous, voilà, on le voit chez Ernesti tous les jours, un étudiant en santé qui démarre chez nous, 6 mois après, c'est plus le même, parce qu'en fait, on apprend comment est-ce qu'on se comporte face à une personne qui est en perte d'autonomie sur le temps long, on voit comment est-ce que évolue une pathologie, on apprend aussi qu'est-ce que c'est que le monde du maintien à domicile, et donc en fait tout ça c'est hyper intéressant et hyper en lien avec leur formation qui suivent pendant la journée. Donc ça c'est du côté des étudiants, du côté des familles dont les parents, les grands-parents sont en perte d'autonomie. Est-ce que vous parlez d'une sorte d'urgence sociale à laquelle il faut répondre ? Oui, tout à fait. Ce qui est sûr, c'est que quand on regarde les chiffres des personnes dépendantes, aujourd'hui, on est à peu près à 2 millions. Et en fait, d'ici 2050, on va plutôt être dans les 3 millions. Donc, c'est plus 50%. C'est massif. Donc, c'est un énorme enjeu de société, de transition démographique. Et en plus de ça, dans un contexte où peu de gens veulent aller en EHPAD, effectivement, l'idée, c'est d'essayer d'arriver à trouver toutes ces solutions. Et nous, c'est justement là qu'on arrive avec Ernesti. C'est l'idée que, en fait,
aujourd'hui, dès qu'on commence à avoir des problèmes dans la nuit, risque de chute, angoisse, risque de sortie du domicile, en fait, très vite, on est obligé d'aller en EHPAD. Parce qu'en fait, il n'y a pas ces professionnels de santé. Nous, on apporte une solution qui permet de, dans la majorité des cas, éviter complètement l'entrée en EHPAD. Et on fait beaucoup de fin de vie aussi à domicile jusqu'au bout. Avec des partenariats avec un certain nombre d'acteurs institutionnels, Malakoff Humanis, AG2R, IMA, c'est quoi ces partenariats? Ça vous apporte une clientèle? C'est quoi la logique de ces partenariats? Oui, tout à fait. La logique, elle est double. L'idée, c'est donc qu'effectivement, eux reçoivent des demandes et donc effectivement justement de garde de nuit. Ouais. Et donc, ils nous les transmettent. Et puis en plus de ça, ils prennent en charge une partie. Donc en général, c'est aux alentours des 5 nuits. Complètement prise en charge justement pour pouvoir en général mettre un premier pied à l'étrier, voir un petit peu comment ça fonctionne. Et puis en fait très souvent ce qui se passe c'est que quand on voit un peu tout ce que ça apporte, on y prend goût et donc on y reste. Il y a une question de confiance. Ça doit être un mot majeur, un mot-clé dans les relations. Comment vous mettez les familles et les étudiants en relation? Qui choisit qui, en quelque sorte? Oui, tout à fait. Donc nous, déjà, on a un parcours de sélection qui se veut long et rigoureux. On va garder environ que 30% des chouettes qui s'inscrivent chez nous. Les chouettes, c'est le surnom des étudiants. Tout à fait, oui. Puisque Ernesti est une race de chouettes, donc on essaie de développer un petit champ lexical. Oui. Bref, mais donc déjà, on a un processus de sélection qui va garder que 30%. Et ensuite, en fait, les aidants familiaux qui nous contactent, on va leur présenter les chouettes sous la forme de profil vidéo, où chaque étudiant en santé se présente face caméra, comme s'il s'adressait à l'aidant. Et en fait, ça permet tout de suite de créer un petit pré-lien, parce que très souvent, c'est un étudiant en santé, j'ai pas forcément confiance, mais en fait, Jérémy ou en fait, Julie, j'ai vu sa vidéo, elle a l'air très sympathique, je suis partant pour démarrer l'aventure. Merci beaucoup Quentin Zakoyan et bon vent à Ernesti, à votre chouette. Voilà, c'est la fin de ce Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Je vous dis à demain. Salut.